Notre invité ce matin, Adrien Quatennens, député France Insoumise, première circonscription du Nord. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, bon, vous allez me dire que vous n'êtes pas impatient du tout de connaître la liste des nouveaux ministres, j'en suis persuadé, mais impatient peut-être parce que vous allez pouvoir critiquer comme ça, non ? Non, mais moi, si vous voulez, Non. vous le savez, je critique pas par principe, Jean-Jacques Bourdin. Bon. Non, mais ce qui se passe là, c'est qu'on voit bien que démission après démission, parce que la crise politique est en train de se transformer en véritable crise de régime. On le voit bien. Agonie de la Macronie. Mais évidemment, non, mais vous êtes un peu excessif, non ? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que quand on a... ça veut dire quoi ? Quand Une on a agonie, on est au bord de la mort, quoi. Il y a un point. Mais attendez, il y a un point de non-retour qui est atteint. C'est-à-dire que quand vous avez des ministres comme Monsieur Hulot qui démissionnent sur un diagnostic politique profond qui consiste à dire si la toile de fond reste celle-ci, c'est-à-dire la compétition généralisée, la concurrence libre et non faussée, le libéralisme économique, on ne sera pas à la hauteur en matière climatique. Puis derrière, quand même, l'un des piliers de la Macronie, en l'occurrence Gérard Collomb, qui décide de s'en aller et qui peut croire raisonnablement qu'il décide de s'en aller simplement parce qu'il préférerait être maire de Lyon. D'ailleurs, beaucoup ont dit mais il va prendre l'étiquette municipale de La République En Marche. Et puis finalement, on s'aperçoit que non, même pas. Donc si vous voulez, on voit bien qu'il y a un point de non-retour qui est atteint, qu'il y a une crise de régime profonde qui est mise en cause. Ça veut dire point de non-retour, ça veut dire quoi ? Que demandez-vous ce matin ? Mais c'est-à-dire que au président de la République de démissionner. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de provoquer de nouvelles élections, je ne sais pas moi, de dissoudre un gouvernement, à partir du moment, Jean-Jacques Bourdin, où le président de la République nous dit je ne changerai pas de politique, alors que ce soit l'opinion, que ce soit y compris les résultats sous son propre prisme à lui, sur la croissance, sur l'emploi, ne sont pas au rendez-vous. On n'a pas besoin d'un changement de gouvernement. Oui, on aurait bien besoin de changer de politique. Et puisque le président dit « je ne change pas de politique », eh bien on aurait bien besoin d'un changement de président. Pourquoi pas ? En tout cas, on voit bien une chose. Vous demandez le changement ? Vous demandez quoi ? Je demande un changement. Changer de président comme ça au bout d'un an et demi. Mais Monsieur Bourdin, posez-vous plutôt la question de savoir comment on va faire pendant 3 ans et demi je vous pose à continuer comme ça. Très bien, mais ça c'est... Vous dites ce pouvoir est à l'agonie. Oui. Donc, les mots ont un sens. Oui. Il est à l'agonie. Ça veut dire qu'il est au bord de la mort. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, que tout ce qu'il fait sur le fond nous mène dans une impasse d'une part. Et comme Emmanuel Macron a fait cette promesse que ce serait la République exemplaire, eh bien en fait on voit que ça n'est pas le cas. Donc il y a une impasse. Il doit partir. Il doit en tout cas, vous savez, on pourrait imaginer qu'il doit partir. Il pourrait y avoir un référendum révocatoire à mi-mandat. Vous savez que c'est une proposition que nous faisons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut imaginer. Vous lui demandez quoi ce matin ? Je demande à Emmanuel Macron de descendre de son nuage et d'entendre que sa politique nous mène dans l'impasse et que on ne peut pas continuer avec cette politique-là pendant 3 ans et demi de plus. Monsieur Bourdin, quand Nicolas Hulot provoquer des élections, mais cherchez pas la provocation. Je demande à ce qu'on change de politique. Je demande à ce qu'on change de politique. Vous employez des mots qui sont extrêmes. Donc, mais non, qui ne sont pas extrêmes. Monsieur Bourdin, c'est réaliste. Voyez bien la panade dans laquelle ils sont pour composer un gouvernement. Personne n'a envie de monter sur le Titanic quand on sait le naufrage qui lui est promis. Parce que Monsieur Bourdin, moi, je n'arrive pas à me réjouir de la situation. Ce qui est en train de se passer, c'est que quand Nicolas Hulot démissionne en disant « Est-ce que nous avons commencé à réduire les gaz à effet de serre ?» La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à stopper l'artificialisation des sols ? La réponse est non. Mais on pourrait, comme ça, à l'infini, continuer. Est-ce que nous avons commencé le partage des richesses qui va être nécessaire ? La réponse est non. Est-ce que Emmanuel Macron, par sa pratique du pouvoir, réenchante la politique au point que les citoyens ont envie de s'y impliquer? La réponse est non. Est-ce que la parole de la France à l'international est écoutée plus qu'avant? La réponse est non. Donc vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, M. Bourdin, mais on pourrait et on doit changer de politique. Pourtant, vous avez trouvé un point d'accord avec le gouvernement. Il y en a parfois. Oui, c'est Françoise Nyssen qui est encore ministre de la Culture et qui défend la mise en place d'un conseil de déontologie du journalisme. Tout à fait. On est bien d'accord. Pour chasser les fausses infos et la manipulation de l'information. Il nous semble que ça serait en tout cas bien plus efficace que l'inepte loi sur les fake news où on voit mal comment dans un temps record. Là, vous approuvez. Bien sûr, mais c'est une proposition que nous avions faite. Nous avions d'ailleurs une pétition qui avait beaucoup circulé. C'est une idée de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire peut-être comme ça se passe en Belgique d'ailleurs, c'est-à-dire d'avoir un conseil dans lequel vous auriez à la fois des représentants de la profession, des journalistes comme vous, mais jusqu'aux pigistes, et également des usagers. Et lorsque aujourd'hui vous êtes mis en cause et que vous n'avez pas la capacité de riposter, et pour éviter de tout judiciariser, ce qui n'est franchement pas souhaitable, on pourrait imaginer que ce conseil de déontologie vous donne un droit de réponse, disons, qui permette de rétablir les faits.
Mais évidemment, mais en tout cas, l'idée n'est pas de sanctionner à tout prix. C'est l'idée, si vous voulez, quand vous êtes complètement acculé par une nouvelle sur laquelle vous n'avez pas les capacités de répondre à la hauteur de l'émetteur principal, eh bien, vous pourriez rétablir les faits. Prenons un exemple. Tiens, je sais pas, par exemple, oui. vous diriez, tiens, il y a telle mesure économique que Adrien Quatennens soutient, alors qu'en réalité, moi, je m'en défendrai, et ça part sur toutes les ondes, je n'ai aucune capacité de me défendre. Oui. Là, je pourrais saisir ce conseil pour dire non, regardez de plus près, ce n'est pas exactement ce que je raconte, et donc j'aurai un droit de réponse. Voilà. Oui. Et la pétition ça pourrait profiter à tout le monde. Mais évidemment, il ne s'agit pas encore une fois d'être dans le punitif. Mais donc vous approuvez cette idée. Évidemment. Ah bah. Me voilà soulagé. Mais j'ai commencé ici par vous dire, Jacques Bourdin, que je n'étais pas dans une opposition principielle. Mais ce que je veux vous dire quand même, globalement, c'est que à mesure que les choses avancent, on voit bien une chose qui est terrible pour notre pays. C'est que Emmanuel Macron, en poursuivant toujours ces mêmes trajectoires politiques, et pour une durée, alors que ça fait qu'1 an et demi qu'il est là, nous met en retard. Jacques Bourdin, c'est ça que je veux dire à votre micro ce matin. Sur à peu près tous les grands défis, que de toute façon, et quel que soit notre désaccord politique, nous allons devoir nous employer à solder. Nous sommes en retard. Et poursuivre la vieille lune libérale, la langue morte qu'Emmanuel Macron parle, c'est mettre notre pays à la bourre sur un tas de sujets. Et on pourrait faire tout autrement. Nous avons des propositions, vous savez, qui sont amples comme une respiration, qui ne sont pas les modifications de règles absolument rabougries que propose Emmanuel Macron. Nous allons dans le mur, et les défis auxquels nous sommes confrontés peuvent être enthousiasmants à relever. Enfin, on peut proposer au pays autre chose que cette compétition absurde qui nous mène à la catastrophe. Et vous voyez récemment, le défi climatique nous met toutes et tous au pied du mur. Et il va y avoir besoin d'une mobilisation, parce que hier encore, vous avez vu qu'hier encore, au niveau de l'Union européenne, d'ailleurs M. de Rugy y était, on s'est accordé sur les normes en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur l'automobile. Et M. de Rugy n'a rien retrouvé à dire au fait qu'on soit à 35% de diminution d'ici à 2030, alors que rien que pour respecter les accords de Paris, eh bien, il faudrait aller à 70% de retrait d'émissions. Donc on voit bien que quand on doit faire le choix des intérêts particuliers de l'industrie ou l'intérêt général, aujourd'hui, malheureusement, et nous le déplorons, c'est les intérêts particuliers industriels qui dominent. Donc il y a aussi besoin d'une mobilisation citoyenne. D'ailleurs, comme Total, par exemple, qui va s'associer en Arabie Saoudite pour fabriquer du plastique revendu aux pays d'Asie. Et qui participe par ailleurs de ce grand déménagement permanent du monde. Enfin, notez bien que cet été encore, Emmanuel Macron, dans l'opacité la plus complète, sans qu'aucun parlementaire n'ait eu quoi que ce soit à dire. Mais le politique n'a pas de pouvoir face à ces très grandes multinationales. C'est là que vous vous trompez, c'est qu'il y a une renonciation du politique, du pouvoir qui est le sien. D'accord ? Si le politique décide, et qui plus est s'il est soutenu par le peuple, eh bien il peut décider, et il faut le décider. Enfin quoi, sinon Jean-Jacques Bourdin, on rentre tous chez nous et on voit la catastrophe qui nous attend. Et en l'occurrence, il va falloir une mobilisation citoyenne d'ampleur. La dernière fois que j'étais venu sur votre plateau, vous vous souvenez, il y avait les marches climat qui s'annonçaient. Ça a été un succès formidable dans toute la France. Ce samedi 13 octobre, rebelote. Et cette fois-ci, l'appel des citoyens, c'est plus qu'une marche pour le climat. Donc moi j'appelle toutes celles Mais ceux ne qui nous transformez pas ces marches en marches politiques, hein, Adrien Quatennens. Mais tout est politique. Jean-Jacques Bourdin, ce que vous mettez dans votre assiette, c'est politique. Mais je parle de politique politicienne. Mais franchement, la politique politicienne, elle est très très loin des enjeux que nous avons à réaliser. On peut la mettre de côté. Vous savez, moi je voudrais que tout le monde soit écologiste. D'accord, c'est pas une affaire de parti. Très vite un peu de politique, puis je vais passer à la réforme des retraites parce que c'est important aussi. Vous serez candidat à la mairie de Lille en 2020 ? Je ne sais pas encore. Peut-être. Et si c'était le cas, je vous le dirai. Et promis, si ce sera le cas, je vous le dirai. Non, ce qui se passe aujourd'hui qui est sûr, c'est que vous y pensez. Je suis sûr d'une chose, la France insoumise aura une liste et j'y jouerai un rôle, ça c'est certain. Donc vous y pensez mais ça fait partie des options, disons les choses franchement. Et je fais pas de langue de bois ce matin, je vous dirai les choses si on l'avait décidé. La vérité c'est que ça vous irait bien. Mais la vérité, Jean-Jacques Bourdin, c'est que je fais pas de la politique pour moi-même. Aujourd'hui, je suis député. La France insoumise, c'est sûr, a un écosystème plutôt favorable à Lille. Jean-Luc Mélenchon était premier au présidentiel, 30%, et puis 2/17 du groupe parlementaire sont des Lillois. Donc effectivement, il y a quelque chose à faire. Il y a plusieurs villes d'envergure en France, dont Lille fait partie, dans lesquelles nous pourrions effectivement assurer une vraie transition. Après, ce que je ferai moi, ça se décidera. C'est la raison pour laquelle Martine Aubry vous surnomme le mannequin ? Alors je découvre ça. Moi, plusieurs fois. Oui, mais honnêtement, vous posez. Moi, je voudrais. Vous êtes dans Paris Match en elle, dit-elle. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je l'appelle le mannequin. Elle imagine sans doute que c'est moi qui choisis d'aller poser à droite à gauche. Non, la vérité, c'est que j'aimerais pouvoir avoir un débat de fond, de politique avec Martine Aubry, mais que visiblement, ça n'est pas possible, et qu'on est malheureusement souvent dans la petite phrase. Parce qu'elle vous voit en rival. Oui, mais justement, pourquoi pas partager des idées. Vous savez, moi, y compris, c'est
c'est pas mon rôle de dire ça, c'est à elle de se poser les questions, mais vous savez, quand vous êtes à la place qui est la sienne, c'est-à-dire qu'elle avait dit en 2014 serait son dernier mandat, je pense, je lui soumets cette réflexion, peut-être vaut-il mieux se poser la question de savoir comment on assure le fait que, y compris la jeune garde de la France insoumise puisse prendre la suite, plutôt que par orgueil, peut-être, elle doit partir. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaitait. Elle avait dit en 2014 sera son dernier mandat. Je pense qu'il y a une fin de cycle et qu'on peut assurer la transition. Voilà. Bon, réforme des retraites. Le gouvernement a dévoilé aux syndicats patronaux et salariés les premières lignes directrices de la réforme. On ne sait pas tout. Je reprends ces premières lignes. Régime universel remplaçant les 42 régimes de retraite existants. Régime par répartition. Tous les salariés cotiseront, salariés du privé et fonctionnaires, au même niveau. 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits pour chaque Français. Les travailleurs indépendants bénéficieront d'un régime de cotisation adapté. Les cotisations seront transformées en points qui seront accumulés tout au long de la vie professionnelle, comme pour les régimes ARCO et AGIRC retraite complémentaire. Les interruptions d'activité, chômage, invalidité, maladie, maternité resteraient compensées dans ce système par points. Bonification dès le premier enfant et non plus à partir du 3e. Qu'est-ce que j'ai encore? Pension. C'est vous qui êtes chargé de la réforme, Jean-Jacques Bourdin? Pas du tout. Je vous lis ce qui a été annoncé. Pension de reversion maintenue pour les veuves et veufs et minimum de pension pour les bas salaires et les carrières hachées. Enfin pour les fonctionnaires, prise en compte des primes des fonctionnaires. Voilà les grandes lignes. Ça vous va ou ça vous va pas? Non, je vais vous expliquer pourquoi et je vais faire un peu de pédagogie à ce micro. Allez-y. Emmanuel Macron nous dit le système actuel avec les 42 régimes, c'est trop compliqué. C'est-à-dire on se pose même pas la question de savoir pourquoi ces régimes existent et s'ils sont encore justifiés, mais par définition, il y en a trop, c'est trop compliqué. Et donc il dit on va faire partir tout le monde d'une même ligne de départ et vous allez tout au long de votre carrière cumuler des points et le moment venu, eh bien vous convertirez ces points avec un coefficient de conversion, et alors vous saurez quel est le montant de votre pension. Alors d'abord, il y a une chose, c'est qu'on nous dit peut-être que parmi les pistes de réflexion, il y a le fait que la valeur du point soit fonction de l'espérance de vie. Et moi, je mets en garde, Jean-Jacques Bourdin, parce pour l'instant, c'est pas dit. Oui, mais si, ça fait partie des pistes de réflexion. Et d'ailleurs, ce serait nier le fait qu'il y a un lien, Jean-Jacques Bourdin, entre l'espérance de vie et l'âge de départ à la retraite. Parce que vous avez toutes sortes de gens tout à fait malins qui viennent vous dire que, mais oui, monsieur Bourdin, comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, sans se poser la question de savoir si c'est pas justement parce qu'on travaille moins longtemps que l'on vit plus longtemps, alors que c'est bien le cas. Mais je vais vous dire une chose, au sein d'une même génération, les écarts d'espérance de vie sont importants. Entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches dans ce pays, il y a 13 années d'écart d'espérance de vie. Alors moi, je mets en garde parce que, en définitive, cette égalité prétendue, ne va pas être le cas. Est-ce que vous pensez franchement que Emmanuel Macron est soucieux d'une harmonisation par le haut? Vous allez bien voir que non, parce que ça coûterait tout à fait plus cher. Et figurez-vous, monsieur Bourdin, que dans la campagne présidentielle, il y avait un autre candidat qui proposait le système de retraite par points. Vous vous en souvenez? François Fillon. Tout à fait. Alors, une fois n'est pas coutume, mais ce matin, sur votre plateau, je vais citer du François Fillon. Fin 2016, devant un lobby patronal, je crois, François Fillon disait la chose suivante. Je cite François Fillon. « Le système de retraite par points, j'y suis favorable, dit-il, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système de retraite par points, en réalité, ça permet une chose, dit-il, qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année la valeur du point et donc de diminuer le montant des pensions. » Voilà, fin de citation. Non mais, d'accord. Le seul problème, c'est que là, c'est pas un système par points, purement par points, c'est un système toujours par répartition. Non, mais... Comment fonctionne le système Agir-Carco ? C'est un système de complémentaire. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un premier étage qui est le régime de base et on a le régime par points. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne en complément de votre régime de base. Ça fonctionne et vous avez des points. Vous avez des points, bien évidemment. Et ensuite, quand on arrive à la retraite, que se passe-t-il? Et ensuite, quand vous arrivez à la retraite, vous avez votre régime de base avec la pension pour laquelle vous avez cotisé tout au long de votre vie. Et en plus de ça, vous avez effectivement le système par points. Ça fonctionne très bien. Oui, mais monsieur Bourdin, si on généralise le système par points, ça pose un tas de questions par rapport au système de retraite actuel. Maintenant la répartition, on est bien d'accord. Mais peut-être qu'on maintient la répartition, sauf que, attendez, non, il faut qu'on soit complet à cette heure. Oui. Parmi les autres pistes de réflexion qu'il y a, et c'est d'ailleurs un socle commun de tout ce que fait Emmanuel Macron actuellement, il y a cette idée, vous le savez, de faire en sorte que les plus hauts revenus sortent du système par répartition, Jean-Jacques Bourdin. Et ça, c'est très grave. Parce que ça veut dire quelque part qu'on permet aux plus riches de ce pays de faire sécession d'un système de solidarité. Monsieur Delevoye a dit,
qu'au-delà d'un certain revenu, je ne serais plus directement, je crois que c'était, j'avais entendu 400 000 annuels, moi. Il disait, en gros, on pourrait effectivement sortir du système par répartition et avoir un système par capitalisation. 400 000 euros annuels, c'est-à-dire qu'en gros, peu en France touche 400 000 euros annuels. Mais peu importe, Jean-Jacques Bourdin, si vous permettez à une frange de la population, fût-elle minoritaire, de sortir d'un système par répartition, vous affaiblissez tout le système. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui est en cause. De la même manière, quand on dit dégressivité des allocations chômage, des indemnités chômage pour les plus hauts revenus, vous sortez d'un système de solidarité entre tous. Et surtout une chose qui n'est pas dite non plus, parce que Emmanuel Macron a beau jeu de nous dire on maintient l'âge légal de départ à la retraite. Mais enfin, Jean-Jacques Bourdin, si la valeur du point est telle que arrivé à l'âge légal, qui est aujourd'hui de 62 ans, eh bien, vous avez une retraite de misère. De fait, vous allez continuer à travailler. Vous avez vu comme moi qu'il y avait ce système potentiel d'âge pivot avec la retraite à 63 ans. La vérité, c'est que la retraite par points va faire qu'on va devoir continuer à travailler très longtemps pour avoir autre chose qu'une retraite de misère. De casser ce système. Et pourquoi pourquoi Regardez la dernière enquête d'opinion. Les Français trouvent le système actuel. Regardez l'enquête d'opinion. Alors, est-ce que vous seriez prêt à changer le système de retraite? Est-ce que les Français sont satisfaits du système actuel? Je vous pose la question. Mais peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Est-ce qu'il y a des inégalités? Et Jean-Jacques Bourdin, supporter qu'entre le noir et le blanc, il y a toute une palette de gris au milieu, d'accord, et qu'on n'est pas obligé de faire dynamiter le système de retraite. Contre l'épargne retraite, encourager l'épargne retraite. Pourquoi êtes-vous contre l'intéressement, contre la participation? Ne me dites pas, je suis contre tout. Moi, je suis pour l'augmentation des salaires. Je suis pour l'écart des salaires de 1 à 20, alors que Bruno Le Maire fait seulement la transparence. Donc, je suis pour beaucoup de choses, d'accord. Les réfractaires au changement sont pas devant vous. Parce que vous avez quelqu'un devant vous. Corbière, l'autre jour, disait on est opposé à l'intéressement, à la participation. Déjà, faut pas tout confondre, Jacques Bourdin. L'intéressement et l'épargne retraite, c'est pas pareil. L'épargne retraite, le risque, et qu'on le voit avec la loi Pacte, c'est d'encourager un système de retraite par capitalisation. Quelque part, l'encouragement de ce genre d'épargne, ça permet d'aller vers un système de plus en plus par capitalisation, comme c'est le cas en Allemagne, où c'est essentiellement par capitalisation. Sur l'intéressement, c'est autre chose. Ça nous est vendu par le gouvernement comme étant un moyen de mieux répartir la valeur produite dans l'entreprise. Mais il y a une entourloupe derrière ça. Quelle est la différence, Jean-Jacques Bourdin, entre l'augmentation du salaire et l'intéressement et la participation? C'est que dans le deuxième cas, c'est une niche sociale, vous n'avez pas de cotisation sociale. Et donc, en l'occurrence, c'est contourner l'augmentation de salaire parce qu'il n'y aurait pas de cotisation. Et moi, je veux le dire, il y a une fake news totale de la part d'Emmanuel Macron qui est de dire, en diminuant ou en supprimant vos cotisations sur votre fiche de paie, on augmente votre salaire. C'est absolument faux et il faudrait qu'on s'offusque nombreux sur ce sujet. Parce que voyez-vous, est-ce que dans les entreprises qui intéressent leurs salariés, qui font participer leurs salariés à la réussite de l'entreprise, on augmente les salaires ou pas? Nous devons. Est-ce que les négociations salariales... Pas systématiquement. En tout cas, on devrait le faire. Moi, je suis d'accord pour le faire. Mais l'intéressement et la participation, Jean-Jacques Bourdin, ça n'est pas l'augmentation des salaires. C'est une mauvaise idée. Oui, mais n'affaiblissons pas les comptes sociaux. C'est ça que je veux vous dire. Parce que, Jean-Jacques Bourdin, quand vous augmentez le salaire, par exemple, quand vous augmentez d'1% le salaire, c'est 2,5 milliards de plus de cotisations. C'est positif pour notre système social. De la même manière, si vous créez 100 000 emplois, c'est 1,5 milliard à peu près de plus de cotisations. Moi, je mets en garde contre un système qui ferait qu'on aurait les yeux rivés uniquement sur le salaire net et en se disant très bien, mon salaire net augmente de quelques dizaines d'euros, mais ensuite, quand on va à l'hôpital, de constater que la prise en charge n'est plus la même, que notre système de santé se dégrade, quand on doit se faire rembourser les médicaments, qu'on ne puisse plus se soigner sans un système de complémentaire onéreuse, je mets en garde, attention, ce gouvernement ne sait faire qu'une chose, c'est de vous prendre d'une poche pour vous en mettre un peu dans l'autre. J'ai une dernière question à propos des migrants. Donc sur la retraite, attendez, pour terminer, sur la retraite, nous, notre proposition, c'est de maintenir l'âge, d'aller sur un âge de 60 ans, 40 annuités, et on peut le financer, parce que, y compris, je vais vous dire une chose, en augmentant les cotisations. Eh bien, par exemple, en relançant l'activité, pour augmenter le nombre d'emplois. Non, pas en augmentant les cotisations, par exemple, en mettant, par exemple, la contribution, les revenus financiers des entreprises, ce qui n'est pas assez fait aujourd'hui, en relançant l'activité pour créer des emplois. Vous savez, tout est lié, Jean-Jacques Bourdin. Et puis, une chose aussi que je vais vous dire pour terminer sur les retraites, c'est que, à partir du moment où on a un problème de chômage en France, vous le savez comme moi, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un emploi, d'accord? Il y a un emploi non pourvu, Jean-Jacques Bourdin, pour 40 chômeurs en équivalent temps plein. Par conséquent, il faut relancer l'emploi dans ce pays. Et quand vous diminuez l'âge, le temps de travail dans la semaine ou dans la vie par l'âge légal de départ à la retraite, eh bien les gens qui en bout de chaîne partent à la retraite, c'est des places de libérés sur le marché du travail. C'est ça qu'il nous faut aussi, Jean-Jacques Bourdin. Attends, j'ai une dernière question. Pourquoi est-ce que vous avez refusé de signer le manifeste pour l'accueil des migrants? Oh là là. Mais non, mais je vous propose... Vous avez raison de me la poser. Je vous la pose parce que toute la gauche a signé. Yann Brossat a signé, Yannick Jadot a signé, Besancenot...
Oui, non, mais ok, bon. C'est pas la gauche. Je vais vous répondre. Je sais pas, ça les regarde. Moi, je vais vous dire une chose. Benoît Hamon a signé. Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Votre ami Benoît Hamon. J'ai signé la pétition d'SOS Méditerranée pour que la France accorde pavillon français à l'Aquarius. Et je refuse de me voir donner des leçons par toute cette gauche, comme vous l'appelez, alors que dans l'hémicycle, jusqu'à preuve du contraire, c'est nous, à la France Insoumise, qui avons bataillé contre la loi Asile-Immigration, qui permet d'enfermer des gamins 90 jours. C'est nous, Monsieur Bourdin, qui avons proposé la création, tenez-vous bien, d'un statut de réfugié climatique et économique, donc je n'ai de leçons à recevoir de personne. Il est impossible de débattre de l'immigration avec la France Insoumise, dit évidemment qu'il faut le faire. Évidemment qu'il faut le faire. Par contre, je les mets en garde. S'ils pensent que faire de l'immigration le sujet central des élections européennes va permettre d'être à la hauteur des enjeux, parce que quand vous voyez ce que pèse aujourd'hui l'immigration, les mouvements de population, Monsieur Bourdin, sont vieux comme l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est quoi, 1 à 2 millions de personnes aux portes d'un continent de 550 millions. Donc moi, je mets en garde aussi, c'est qu'on focalise sur un sujet qui n'est pas de l'ampleur qu'on lui donne. Et pourquoi je n'ai pas signé leur pétition en l'occurrence, je vais vous le dire. Parce que moi, je suis pour qu'on organise l'accueil, évidemment, et que cet accueil soit coordonné, mais je refuse que l'on fasse des mouvements de population contraints une fatalité. Or, ce texte ne se pose pas la question de savoir pourquoi les gens partent. Quelles sont les raisons qui font que ces pays sont invivables? Et moi, ça, Jean-Jacques Bourdin, je veux qu'on s'en occupe. Parce que les gens ne partent pas de gaieté de cœur faire du tourisme sur l'Aquarius, d'accord? Ils partent par souffrance, pour fuir les guerres, pour fuir le changement climatique, pour fuir les accords commerciaux illégaux. Voilà, inégaux, pardon. Donc nous avons beaucoup à faire. Il s'agit pour nous d'être conséquents. Et d'ailleurs, on a ce petit livre avec tout le travail de députés de la France Insoumise. Voilà. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci à vous, Jean-Jacques Bourdin.